Alors beaucoup de choses viennent d'être dites et je vais essayer de ne pas être répétitive puisque je suis d'accord avec beaucoup des propositions que vous avez avancées et totalement en désaccord avec l'une d'entre elles, mais je vais y revenir. Alors aujourd'hui, tout le monde est laïque, hein, de Madame Le Pen jusqu'à Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon oscille un peu. Enfin, pendant très longtemps, il a quand même été, très laïque en parole. Donc tout le monde est laïque, mais en même temps la laïcité a pris des sens assez différents selon ceux qui s'en réclament. Et la meilleure preuve en étant que on lui a ajouté des adjectifs, hein, la laïcité exclusive ou inclusive, ou ouverte ou fermée, et qu'elle suscite beaucoup de débats, chacun se référant à la laïcité, mais apparemment à des laïcités qui sont assez différentes les unes des autres. J'en veux pour témoin les débats sans fin qu'il y a dans les instances universitaires, à l'école pratique des hautes études, sur les conceptions du rapport du politique et du religieux. Et même nous ici, vous voyez que j'ai un point de désaccord avec vous. Je pense que, je vous le dis tout de suite pour que ce soit clair, que l'idée de repartir comme en 84 et de se faire un conflit avec l'école privée me paraît vraiment politiquement pas une urgence. Il y en a d'autres. Bon, alors ce problème est évidemment particulièrement sensible chez nous. Par nous, j'entends l'éducation nationale, puisque la tradition française fait que l'école en France est l'école du citoyen. Elle fait partie de l'espace public, elle est le lieu, l'instrument par lequel on transforme les enfants non socialisés, ou plutôt socialisés par leur famille, en citoyens. C'est une conception qui n'est pas universelle, c'est une conception française. Par exemple, en Angleterre, l'enseignement primaire est une sorte de prolongement de l'enseignement familial et personne n'y voit les problèmes que nous y voyons. Et c'est la raison pour laquelle la laïcité s'est toujours organisée autour de l'école, pour l'école, par l'école, et qu'elle est devenue, c'est aussi propre de notre tradition, elle est devenue une dimension essentielle de la tradition républicaine. Ce n'est pas le cas encore une fois, dans tous les autres pays. Alors, dans les nombreux problèmes que vous avez évoqués rapidement, que connaît l'éducation nationale, il en est un qui nous a apparu au comité des sages, de façon particulièrement nette grâce au dialogue qu'il y a eu entre les différentes personnes, c'est la non-transmission vers les générations d'élèves, mais aussi vers les jeunes enseignants, des principes même qui ont présidé à l'instauration de l'éducation nationale en France et sa dimension de laïcité. D'où l'importance qu'avec Jean-Louis Auduc ici présent, nous donnons à essayer de développer tout ce qui concerne la formation des jeunes enseignants et peut-être même des enseignants moins jeunes. C'est d'ailleurs un problème qui concerne les enseignants, mais qui concerne les élèves, qui concerne les parents d'élèves, qui concerne les responsables. C'est un problème général de la non-transmission de ce qui, ma génération, était évident, allait de soi, c'est-à-dire la neutralité du point de vue de la religion et de la politique, puisque l'école était le lieu où s'arrêtait le prosélytisme, qu'il soit religieux, qu'il soit politique ou qu'il soit commercial. Le prosélytisme s'arrêtait à la porte de l'école où pouvait se dérouler la formation du citoyen définie de façon juridique comme le citoyen doit l'être. Alors, l'interprétation de cet oubli de génération en génération n'est pas claire. Si on a une interprétation optimiste, il faut toujours l'avoir, à tout hasard, c'est peut-être parce que c'est un problème qui nous paraissait, à notre génération, la mienne en tout cas, tellement aller de soi qu'il n'avait pas besoin d'être formulé. Les choses les plus évidentes, les choses qui sont implicites, et c'est parce que justement elles sont les plus évidentes et les plus fortes. Donc il n'y avait pas besoin de les formuler. Mais nous savons aussi que c'est possible, et il y a une partie sans doute du phénomène qui s'explique
ainsi. Mais nous savons aussi qu'il y a d'autres raisons qui, elles, sont politiques. Il est vrai que nous faisons face à un certain nombre d'attaques qui sont plus ou moins conscientes, plus ou moins organisées, plus ou moins politiques, contre la laïcité, c'est-à-dire, et je voudrais souligner ce point parce qu'il me paraît essentiel, contre la République elle-même. C'est par l'école que le combat contre la République peut passer et que de fait, il passe. Or, on ne peut pas ne pas se souvenir que dans les années 30, 1930, les démocraties se sont révélées très faibles devant leurs ennemis parce qu'elles ne croyaient plus à leurs propres valeurs. Elles se délitaient de l'intérieur. Il ne faut pas que nous répétions les erreurs de nos grands-parents, enfin de mes grands-parents, vous, ça fait tellement de générations que je ne les compte même plus, et que nous soyons faibles devant des dangers qui sont bien différents, dans des conditions géopolitiques qui sont évidemment très différentes, mais qui malgré tout constituent un danger pour nos valeurs et qui risquent de nous détruire de l'intérieur par notre non prise en compte de nos valeurs qui sont nécessaires pour défendre la République. Alors le comité des sages du ministère que j'ai l'honneur de présider s'est donné pour fonction, enfin pour but, pour espoir, pour volonté d'aider tous ceux qui le souhaitent à refonder la laïcité comme principe fondateur de la société démocratique et d'essayer d'aider les pratiques légitimes ceux qui veulent adapter des principes légitimes face à des situations nouvelles. Alors pour avoir une autre teinte optimiste, le Conseil est formé de gens qui se sont exprimés dans l'espace public et dont nous connaissons les positions. Elles sont souvent très différentes entre le président de l'Observatoire de la laïcité et notre ami Laurent Bouvet, que j'ai plaisir à citer aujourd'hui. Mais nous avons pu nous retrouver sur toute une partie commune de référence à la laïcité, ce qui prouve qu'un dialogue honnête permet de ne pas montrer seulement les différences, mais aussi tout ce qui est en commun et qui définit la laïcité française. Donc nous sommes efforcés de rappeler le fondement, qui est un fondement à la fois philosophique, intellectuel et politique, de ce qu'on appelle en France la laïcité, et qui est simplement, si je puis dire, ou profondément, la forme française de la séparation du politique et du religieux, qui est une caractéristique de toutes les démocraties. Il faut rappeler que ce principe de séparation du politique et du religieux est au fondement de toutes les démocraties, qui, contrairement au régime théocratique ou au régime dynastique, repose sur la légitimité de la communauté des citoyens, les citoyens libres et égaux en droit, et tous les citoyens, quelles que soient leurs origines historiques, quelles que soient leurs croyances religieuses, quelles que soient les pratiques qui sont inspirées par ces croyances, à condition, et là je souligne parce que cela me paraissait, en tout cas dans ma génération, cela paraissait aller de soi, mais apparemment ce n'est plus le cas, à condition que ces pratiques respectent l'ordre public et les grandes valeurs, l'ordre public reposant sur l'idée de séparation du politique et du religieux et d'égalité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines. Et donc seul le respect de ces règles de l'ordre public, non seulement l'ordre public au sens matériel, qui n'est pas négligeable, mais l'ordre public au sens moral, c'est-à-dire ce qui nous permet de vivre ensemble comme une société, c'est le respect de cet ordre public moral, disons, intellectuel, qui permet de faire vivre ensemble les populations qui croient au ciel et celles qui n'y croient pas, mais qui vivent ensemble et doivent respecter... Ça va pas? Vous m'entendez pas? Si vous m'entendez pas, alors c'est dommage, parce qu'une fois qu'on est là, il vaut mieux entendre. Là, c'est mieux? Mais il fallait protester avant. Et chacun devant, évidemment, respecter les croyances ou les non-croyances des autres. Alors, je voudrais dire en quelques mots
parce que c'est une opposition qui traverse tous nos débats et je crois qu'elle n'est pas très bien posée. On oppose d'un côté le communautarisme qu'on appelle anglo-saxon, c'est-à-dire du royaume autrefois uni, et des États-Unis d'un côté, et la tradition française. Or, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, la séparation du politique et du religieux est établie. La frontière et les modes concrets sont différents. Vous savez comme moi que la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane et que l'église anglicane est une église nationale. Mais, d'une part, elle ne peut rien faire, je veux dire, elle n'a aucun pouvoir, donc ce n'est pas un pouvoir politique. Et surtout, quelle que soit votre appartenance à une église, si vous êtes citoyen britannique, vous disposez des mêmes droits. Et c'est ça qui est le fondement, c'est-à-dire qu'il y a séparation des droits politiques d'un côté et des appartenances ou non-appartenances religieuses. Alors, il est vrai que la manière dont cette séparation est organisée n'est pas la même que nous. Je vous ai cité l'école primaire, qui est beaucoup moins l'école du citoyen et beaucoup plus l'école de la famille en Angleterre, ce qui veut dire que la frontière du passage du public au privé n'est pas la même. Et jusqu'en 2005, nos amis britanniques nous accusaient volontiers de racisme, pour des raisons que vous savez. Bon, mais fondamentalement, il y a le respect de ce problème, le respect de ce principe de séparation du politique et du religieux. Et c'est encore plus frappant aux États-Unis, puisque, comme vous savez, aux États-Unis, les États-Unis ont été construits par des sectes religieuses. Le président des États-Unis prête serment sur la Bible, ce qui a compliqué le problème des Juifs pour le faire. In God we trust, c'est sur le dollar. Tout le monde sait à quelle église les candidats politiques appartiennent, ils en parlent. Bref, le religieux est beaucoup plus présent dans la vie publique qu'il ne l'est dans notre pays. Mais, fondamentalement, vous disposez aux États-Unis des mêmes droits politiques, quelle que soit votre appartenance à une église ou votre non-appartenance à cette église. Alors évidemment, la forme française est différente, elle est spécifique. Je vous signale que la laïcité, qui n'est pas dans la loi de 1905, a été proclamée pour la première fois dans le préambule, en que la République est laïque, entre autres caractéristiques, après la Seconde Guerre mondiale, et qu'il y a, si je ne me trompe pas, 3 autres pays seulement qui ont mis la laïcité dans leur constitution, dont l'un de ces pays, c'est la Turquie. Et donc vous voyez qu'il ne suffit pas de mettre dans la Constitution pour appliquer réellement la Turquie, puisqu'elle est en train progressivement de renoncer à toutes les dispositions laïques que Mustafa Kemal avait établies au cours des années 20 et 30. Et donc que la laïcité soit inscrite ou pas inscrite, il ne faut pas en tirer trop de principes. Alors cette séparation du politique et du religieux, caractéristique de toutes les démocraties, a des formes spécifiques, donc en France. C'est des choses que vous savez aussi bien que moi, et donc que je vais juste rappeler rapidement. La nation française a été créée au cours des siècles, et les historiens maintenant le font remonter au XIIe ou XIIIe siècle, par la monarchie et l'Église catholique romaine, dont la légitimité s'appuyait réciproquement l'une l'autre. C'est contre cette légitimité historique et séculaire que la nation révolutionnaire, la rupture révolutionnaire est intervenue, et elle a opposé à la légitimité traditionnelle celle d'une république qui n'a pas été tout de suite laïque, mais qui tendait dans son principe à aller vers cette séparation du politique et du religieux. Or, tout au long du XIXe siècle, et peut-être jusqu'à 1984 pour l'école religieuse, il y a eu le conflit des deux France, la France traditionnelle, celle de l'Église et des restes et des souvenirs de la monarchie d'un côté, et la France républicaine, celle de la Révolution et des citoyens. Et le conflit faisait que chacun se référait à la vraie France. Chacun des deux partis pensait incarner la vraie France et refuser la francité de l'autre.
la bienfaisante loi de 1905 a apporté une solution au problème, avec des petits restes et des revenez-y, en particulier dans les années 1940, mais à l'occasion de la défaite militaire. Et donc la paix religieuse avec l'Église catholique s'est progressivement établie. Et c'est à cause de cette histoire particulière que les formes concrètes que prend la séparation du politique et du religieux et que nous appelons la laïcité est plus stricte et plus radicale dans ses formes concrètes que dans les autres grandes démocraties. Après plus d'un siècle de conflits, parfois violents, avec l'Église catholique romaine, les lois de la laïcité, les lois successives, ont établi la paix religieuse et affirmé ainsi la possibilité de croire ou de ne pas croire. Alors, c'est une spécificité due à cette histoire particulière de la naissance de la modernité, dont il n'y a pas l'équivalent, puisqu'il n'y a pas dans les autres démocraties l'équivalent de la violence de la rupture révolutionnaire avec une tradition aussi profondément inscrite. Et du coup, elle a été l'objet d'une réflexion philosophique issue des Lumières, qui a fondé la légitimité de la République sur la raison commune à tous les êtres humains. Et de cette réflexion, il n'y a pas l'équivalent dans les autres démocraties, pour les raisons historiques que j'ai mentionnées. Et donc, il faut prendre cette histoire des formes concrètes de la laïcité et en même temps de la réflexion philosophique de la laïcité comme notre héritage, l'héritage de notre nation, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Non pas que nous soyons meilleurs, mais nous ne sommes pas non plus plus loin. Nous sommes simplement l'héritage d'une histoire particulière et nous devons retenir cet héritage et le transmettre, même si de toute évidence, il faut réguler politiquement un certain nombre des situations historiques et sociales qui sont nouvelles. La nouveauté, c'est évidemment que l'Église catholique n'a plus de pouvoir politique. Elle fait encore des manifestations marginales, mais elles sont minoritaires et les autorités catholiques affirment leur légitimité. Les religions minoritaires ont toujours été laïques, puisque la laïcité protège les religions minoritaires. Pour le 1er janvier, le grand rabbin de France, le président des fédérations protestantes, maintenant un représentant de l'islam et les bouddhistes sont mis au même niveau que l'Église catholique, qui autrefois encadrait 95% de la population française, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les religions minoritaires sont par définition laïques. Alors il reste le problème de l'islam, qui devrait, dont il faut souhaiter qu'il s'intègre progressivement dans la laïcité de notre pays, avec ses dimensions essentielles, séparation du politique et du religieux, égalité des sexes. Personnellement, je suis de tendance profondément universaliste, donc je suis convaincu que toutes les religions organisées peuvent faire le travail sur elles-mêmes qui leur permettrait d'être insérées dans la laïcité qui est le respect des religions. Donc je crois profondément que l'islam peut évoluer dans ce sens-là, mais je ne sous-estime pas le temps qu'il faudra, ni les difficultés à court terme auxquelles nous sommes confrontés. Et j'en conclus qu'il faut que nous soutenions et que nous aidions tous les musulmans républicains qui font précisément sur leur tradition ce travail de réinterprétation de façon à rendre les pratiques spirituelles de l'islam compatibles avec les exigences de la laïcité française. Alors bien entendu, il faudra faire un certain nombre d'adaptations. Elles sont inévitables, elles sont nécessaires, et il faut les faire à la fois en tenant compte de la réalité politique, des conséquences politiques des décisions qu'on peut prendre, mais en même temps veiller très sérieusement à ce qu'elles ne remettent pas en cause les principes qui nous fondent en tant que nation démocratique. Alors concrètement, nous savons que la laïcité se traduit par une série de dispositions juridiques. Et s'agissant de l'école, le Conseil des sages du ministère
a activement contribué à ce qu'a été la rédaction du vade-mecum de la laïcité, dont il y a déjà eu 2 éditions qui tiennent compte des critiques et des évolutions de la situation. Et c'est bien car le vade-mecum rassemble la situation juridique, et bien entendu l'état du droit et de la jurisprudence. Et bien entendu, les décisions ne doivent être contraires ni au droit, ni à la jurisprudence. Mais malgré tout, la laïcité, ce n'est pas simplement un recueil de droits et de jurisprudence, c'est un esprit, l'esprit de neutralité politique pour assurer la liberté de tous du point de vue religieux, et c'est une politique, et c'est pour ça qu'on ne peut pas souhaiter des dispositions qui sont peut-être souhaitables dans l'abstrait, mais qui ne sont pas politiquement utiles. Donc le projet politique qui organise les pratiques communes, nous avons essayé de le traduire dans ce vade-mecum en essayant de donner des réponses aussi concrètes que possible à des enseignants qui bien souvent se sentent embarrassés pour traiter de questions qui sont devenues délicates, ce que le langage du ministère appelle des questions vives. Et effectivement, il y a des questions vives. Et parmi ces questions vives, beaucoup d'entre elles sont des atteintes à la laïcité. Nous savons qu'il est difficile de les mesurer, de les quantifier, mais nous savons qu'elles existent. Et bien que nous sachions que comme la guerre et comme la politique, la gestion des atteintes à la laïcité est un art tout d'application. Mais nous avons essayé dans le vade-mecum d'être aussi concret que possible pour aider autant que faire se peut ceux qui se trouvent parfois dans des situations difficiles. Comme vous savez, le ministre a organisé un système de référents des valeurs de la République pour essayer d'appliquer concrètement les principes de la laïcité. Nous essayons d'être en relation avec eux afin de coordonner tout ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui sont sur le terrain face à des situations qui sont effectivement difficiles. Alors, les atteintes sont devenues fréquentes, sans encore une fois qu'on puisse vraiment les quantifier, mais nous le savons. Il s'agit parfois simplement de l'ignorance des responsables et de l'ensemble des collaborateurs de la communauté éducative, qui ne comprend pas seulement les professeurs, mais tous ceux qui encadrent la vie scolaire. Certains d'entre eux sont tellement sécularisés qu'ils ne voient même pas la dimension éventuellement politique de certaines conduites. Dans d'autres cas, il y a une ignorance de ce qu'est la réglementation. Nous en avons eu comme ça 1 ou 2 exemples. Et nous espérons que du coup, le vade-mecum pourra aider à résoudre ces problèmes par la connaissance. Dans d'autres cas, nous le savons, beaucoup des enseignants se sentent mal armés pour répondre à des objections des élèves qui opposent des arguments religieux à ceux de la rationalité et qui évoquent les croyances contre le savoir. Je donnais toujours comme exemple sur le fait que la science finissait toujours par s'établir en disant plus personne ne croit plus que la Terre est plate. Bon, c'est fini. Beaucoup de gens pensent que la Terre est plate. Et donc, ce qui pour nous était une espèce de vérité absolue, on pouvait discuter de beaucoup de choses, mais pas de la platitude de la Terre, ou de la rotondité, comme vous voulez. Ça n'est plus le cas. Et donc, le problème du savoir par rapport aux croyances se pose dans des termes nouveaux. Nous savons que bien souvent, on évite certains sujets historiques, comme la Shoah, pour éviter de faire entrer les élèves dans cette concurrence des victimes. Il est difficile de toucher à la colonisation. Bon, tout le monde et tous les professeurs ne peuvent pas être héroïques, et beaucoup d'entre eux, et je les comprends, et à leur place, je ferais sans doute peut-être la même chose, ils s'autocensurent pour éviter les conflits. Enfin, il y a le dernier cas. Dans certains cas, il s'agit vraiment de manipulations politiques qui font intervenir des comportements qui sont destinés à provoquer des réactions d'ordre politique. Il y a le problème des élèves, mais il y a aussi le problème des parents d'élèves qui se pose particulièrement dans l'enseignement primaire, mais je pense que Jean-Louis Auduc vous en parlera.
il y a les jeunes enseignants qui ignorent les règles de la laïcité, ou bien, pour une minorité d'entre eux, mais une minorité agissante, qui lui oppose la primauté de la loi religieuse. Alors dans tous les cas, le comité des sages essaye d'agir pour éclairer le sens de la laïcité, aider ceux qui entendent combattre les atteintes à la loi républicaine, car la loi républicaine doit primer la loi religieuse, quelle que soit la religion. Pour autant, nous ne sous-estimons pas la difficulté de ceux qui sont, les difficultés que rencontrent ceux qui sont sur le terrain. Donc nous espérons contribuer à donner des instruments intellectuels d'une lutte contre les atteintes à la laïcité, en éclairant ce qui a été transmis d'une génération à l'autre jusqu'à la génération qui arrive aujourd'hui, en essayant d'évacuer les fausses interprétations, en aidant ceux qui entendent mener un combat qui est celui de la raison qui est commune à tous les êtres humains, quelles que soient leurs caractéristiques, et contre tous les préjugés, quelle que soit leur nature. Je vous remercie. Merci.